vais nous unmute. Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir d'introduire Dr Linda Perron aujourd'hui. Donc, Dr Linda Perron détient un certificat de spécialiste en médecine communautaire du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, ainsi qu'un doctorat en épidémiologie. Elle est chargée d'enseignement clinique au département de médecine sociale et préventive à l'Université Laval. Elle contribue à la coordination médicale et scientifique au sein du Bureau d'information et d'études en santé des populations de l'Institut national de la santé publique du Québec. Le titre de sa présentation aujourd'hui est intitulé Élargissement du programme québécois de dépistage du cancer du sein aux 40 à 49 ans, portrait épidémiologique et anticipation des changements. Bienvenue chez nous, Madame Perron. Bonjour, merci de m'avoir invité et merci à vous tous d'être là. Alors, sans plus tarder, je mets ma présentation en partage. Super, oui, on vous Vous voit la bien. voyez? C'est Oui. bon, ok. Est-ce que là, en mode diaporama, peut-être... Non, on est-ce que voit en ça... fait tous vos slides, donc il faudrait mettre en diapo. Oui, ok. Ouais. Je vais essayer de pas trop me perdre là-dedans. Très bien, ouais, c'est parfait. Voilà. Bonjour. Alors, oui, je suis là pour vous parler du projet d'élargissement du PQDCS, du Programme québécois de dépistage cancer du sein aux femmes âgées entre 40 et 49 ans, d'une étude qui a été réalisée par l'équipe d'évaluation du PQDCS, qui est abritée à l'Institut national de santé publique du Québec, à laquelle je collabore. Alors, bon, j'ai pas de conflit d'intérêt potentiel à déclarer. Alors, le programme québécois de dépistage du cancer du sein, que je vais appeler par son acronyme assez connu, là, le PQDCS, a été implanté progressivement sur l'ensemble du territoire québécois à partir de 98. C'était pas mal complété en 2002. Ce programme-là est sous la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, tout particulièrement de deux directions, en fait, de la direction de planification du sous-ministériat à la prévention et à la santé publique, qui est responsable des grandes orientations de ce programme, et d'une direction de cancérologie au sein du sous-ministériat de la santé physique et pharmaceutique, qui elle est responsable de l'opérationnalisation du PQDCS. Et il y a trois instances paragouvernementales qui soutiennent le ministère dans ses décisions de reconduite, modification, réorientation, mise à jour du programme. L'INES, l'INSPQ avec l'équipe d'évaluation du PQDCS et le LSPQ. J'ai mis ici en bas là, le lien URL pour voir la contribution de l'INSPQ, de l'équipe d'évaluation dans l'évaluation du PQDCS. Le contexte dans lequel se situe le travail qu'on a fait sur ce projet d'élargissement du PQDCS et que je vais vous présenter ici est le suivant. À travers la plupart des juridictions canadiennes en octobre 2024, il y a une forme quelconque d'offre de dépistage aux 45-49 ans ou aux 40-49 ans. Dans à peu près aucun cas sous forme d'invitation systématique par lettre, mais il y a des offres. Les grandes sociétés savantes que sont le groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs au Canada et l'équivalent américain, le US Preventive Service Task Force, ont émis des avis en 2024. Dans un cas, la société américaine a émis l'avis d'étendre le dépistage systématique aux 40-49 ans, ce qui était en changement par rapport à leurs avis précédents où on avait toujours avant dit qu'il n'y avait pas assez de données pour le recommander. Mais en 2024, ils sont allés vers oui, ça devrait être
étendu aux 44 ans. Le groupe d'études canadien, en 2024, lui, est resté et a reconduit sa recommandation de 2018 de dire on n'a pas suffisamment de données probantes pour recommander un élargissement systématique du PQDC, des programmes de dépistage aux 40-49 ans. Alors, des divergences, mais en gros, à travers le Canada, une offre. Et le ministre Christian Dubé, en octobre 2024, annonce qu'il y aura prochainement une offre de dépistage faite aux 40-49 ans. À ce moment-là, l'INES attendait un mandat pour évaluer la pertinence d'étendre le PQDCS aux 40-49 ans. Le mandat a été modifié pour dire, bon, ben, le ministre l'a annoncé, alors là, le mandat qui a été officialisé à ce moment-là pour l'INES, c'était d'évaluer les enjeux qui sont associés à cet élargissement-là à venir, de proposer les meilleures modalités de mise en œuvre et d'évaluer les coûts. Et l'équipe d'évaluation du PQDCS à l'INSPQ, dans ce contexte-là, a reçu le mandat d'utiliser au mieux les bases de données avec lesquelles on travaille pour faire l'assurance qualité du PQDCS, pour décrire l'épidémiologie du cancer du sein, le fardeau du cancer du sein au Québec chez les femmes de 40-49 ans, et d'anticiper les répercussions que cet élargissement-là aura sur les principaux indicateurs qu'on suit sur une base régulière de la performance du programme. Et puis de mettre ça en chiffres pour dire ça représente quoi concrètement. Et puis ces informations-là étaient nécessaires pour que l'INES puisse faire ses analyses coefficacité. Alors, ce préambule étant fait, les objectifs de la présentation ici, c'est de revoir vitement les grands principes d'un bon programme de dépistage. Quels sont les critères sur lesquels on se base avant d'entreprendre la mise en œuvre d'un programme de dépistage? Puis dans ce cas-ci, ben ça s'applique à la mise en œuvre d'un élargissement. Le programme est déjà là, mais on peut utiliser les mêmes critères pour réfléchir à la pertinence d'étendre la population ciblée. Et ceci étant fait, entrer dans le vif du sujet, vous résumer un peu les résultats du petit rapport qu'on a fait, qui a été publié l'été dernier, à l'été 2025, en août 2025, sur le fardeau de la maladie du cancer du sein au Québec, l'épidémiologie, les grandes lignes d'épidémiologie du cancer du sein au Québec actuellement chez 40-49 ans, et qu'est-ce qu'on a pu anticiper comme impact en termes de performance du PQDCS avec qu'amènerait l'élargissement, et qu'est-ce que ça représenterait en termes de pression sur le système de santé en nombre d'événements de dépistage puis de prise en charge subséquente. Alors, premièrement, quand doit-on considérer la mise en œuvre d'un programme de dépistage qui s'applique ici à une extension d'un programme existant? Alors, je commence avec une citation de Sir Muir Gray, instigateur des programmes de dépistage en Angleterre à la fin des années 80. Et on sait que l'Angleterre est une référence en dépistage à travers le monde. Alors, sa citation, c'est de dire « All screening programs do harm. Some do good as well. And of these, some do more good than harm. » Alors, tous les programmes de dépistage causent des torts. Certains causent aussi des bénéfices. Puis parmi ceux-là, il y en a qui génèrent plus de bénéfices que de torts à un coût raisonnable. C'est une citation qui va à l'encontre du préjugé favorable qu'on a pas mal tous, qu'on soit professionnel de la santé, chercheur dans le domaine de la santé, ou monsieur, madame, tout le monde, qu'on a à l'endroit du judiciaire. Intuitivement, on est porté à penser que le dépistage, ça ne peut que faire du bien. La réalité, c'est pas le cas. Ça peut faire du temps, ça fait définitivement du temps. Et cette citation-là nous l'exprime bien. Et puis, elle est à la base de toute la logique de mise en œuvre, d'encadrement, de fonctionnement des programmes de dépistage anglais qui devraient nous inspirer, qui sont vraiment... Alors, qu'est-ce que c'est le dépistage? C'est un processus qui vise à identifier, au moyen d'un test simple, les personnes asymptomatiques qui sont à risque élevé de développer une condition de santé et, ce faisant, leur offrir
une intervention pour diminuer le risque de la développer, cette condition-là, ou s'il la développe, d'avoir moins de conséquences négatives. Oups, pourquoi c'est vide, ça? Je comprends pas. Bizarre. Ah, OK. Alors, plusieurs ont réfléchi à des critères, à des cadres de référence pour aider, organiser la réflexion face à la pertinence de mettre en œuvre un programme de dépistage. Les premiers, probablement plusieurs d'entre vous en ont entendu parler si vous êtes un peu dans l'univers du dépistage, ont été M. Wilson et Jugner qui ont qui ont une publication de l'OMS de 1968, qui ont été les premiers à établir des critères pour évaluer la pertinence de mettre en place un programme de dépistage. Moi ici, je vous présente très vitement les résultats d'une publication dans le CMAG de 2018 où Dubroy et collaborateurs ont fait une revue littérature en démarrant en 68 avec la publication de l'OMS et jusqu'à 2018 sur des réflexions qui ont été faites sur les critères ou les principes qui devraient guider la réflexion sur la mise en œuvre d'un programme de dépistage. Donc, qui actualise les conditions décrites par Wilson et Jugner 68 sont encore tout à fait pertinentes, mais ici, on les actualise et on les développe un peu plus. Alors, les 12 critères sont répartis en 3 catégories. Des catégories liées à la condition, d'autres liées à l'intervention, puis d'autres plus systémiques, c'est-à-dire liées au processus de dépistage. Alors, très rapidement, alors, eu égard à la condition, avant d'envisager de mettre en œuvre un dépistage, est-ce qu'on connaît bien l'épidémiologie de la maladie et est-ce que ça représente un fardeau majeur? L'histoire naturelle de la maladie est-elle bien comprise? Et y a-t-il une phase préclinique, une phase qu'on appelle la phase de latence, détectable, c'est-à-dire on va appliquer un test avant que la maladie se soit manifestée cliniquement, mais avons-nous une fenêtre de temps raisonnable pour appliquer ce test-là? Puis, en lien avec la condition, est-ce qu'on a un consensus sur la population cible qui pourrait bénéficier de ce dépistage-là? Est-ce que cette population-là est facile à identifier, à rejoindre? Voilà. Eu égard à ce qu'on appelle intervention ici, alors l'intervention réfère à la performance du test comme tel. Alors on se souvient tous de notre petit tableau 2 par 2 sur la validité d'un test diagnostique ou d'un test de dépistage avec la sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive faut-il. Alors, ici, on réfère à tout ça. Est-ce que c'est bien connu? Est-ce que c'est valide, exact, fiable, reproductible? Par rapport à l'interprétation des résultats, est-ce qu'on connaît bien l'ampleur des résultats possibles, la distribution? Et est-ce qu'il y a un consensus sur un seuil de positivité? En dépistage cancer du sein, on parle d'imagerie, des types de lésions. Il y a des types de lésions suspectes de cancer. En gros, il y a 4 catégories de types de lésions que les radiologistes cherchent quand ils font du dépistage en cancer du sein, quand ils interprètent des mammographies de dépistage. Il y en a que c'est plus clair, le consensus c'est plus clair sur des microcalcifications, mais on avait des asymétries, beaucoup plus d'enjeux, plus difficiles. On pense au PSA pour le dépistage cancer de la prostate. Le seuil de positivité, on le situe où? En termes de microgrammes dans le sang d'APS. Alors ici, c'est de ça qu'on parle. Et puis, l'autre item, c'est l'unanimité des options post-résultat positif. Alors, ceux qu'on va classer positifs au dépistage, est-ce qu'il y a un consensus assez clair sur la ligne de conduite à appliquer à ces gens-là pour confirmer ou infirmer la maladie? Et parmi ceux où il y aura une détection de cancer dans ce cas-ci, une ligne de conduite claire sur les options thérapeutiques, caractérisation du cancer, traitement. Et puis, est-ce que c'est clair que de les appliquer plus tôt
avant des manifestations cliniques, ça aura vraiment des avantages sur attendre que les symptômes apparaissent. En cancer du sein, tout ça est quand même très intéressant parce que les programmes de dépistage cancer du sein ont été mis en place à travers le monde dans les années 90, après qu'on ait publié un certain nombre de gros essais cliniques randomisés qui suggéraient que c'était très efficace. On était à une époque où l'arsenal thérapeutique pour traiter les cancers du sein était quand même assez limité. Il s'est énormément développé par la suite, ce qui fait que ce qui était clairement une option intéressante de détecter le cancer très tôt pour avoir des options thérapeutiques moins invasives, à ce moment-là, c'était vraiment vrai. Aujourd'hui, c'est plus discutable parce qu'on a plein d'options thérapeutiques très efficaces. La dernière catégorie, 6 critères plus systémiques. Est-ce que avant d'entreprendre un dépistage, on respecte toutes ces conditions-là? Quand on parle d'infrastructure, est-ce qu'on a, en termes d'infrastructure, les ressources financières, les ressources humaines, informationnelles, technologiques pour mettre ça en place? C'est quand même un gros processus. Quand on parle de trajectoire, on dit faire du dépistage, c'est une trajectoire. C'est pas appliquer un test, c'est vraiment une trajectoire. Est-ce qu'on est capable de tout mettre en place pour que cette trajectoire-là soit bien articulée et qu'on ait une continuité et que du début du trajectoire jusqu'à la fin et qu'on perde aucun participant dans les mailles du filet? Ce faisant, en termes d'acceptabilité, on parle de revoir tous les critères éthiques. On sait que le dépistage, ça peut générer des inégalités. C'est-à-dire que souvent, les gens avec une meilleure littératie vont participer. Différents facteurs éthiques, d'équité qui doivent être pris en compte. Il y a tout l'aspect du consentement éclairé, de l'autonomie des individus, etc. En termes d'acceptabilité, il y a aussi tous les enjeux de quelles sont les autres options? A-t-on exploité toutes les autres options avant d'entreprendre tous les investissements que représente la mise en place d'un programme de dépistage? Balance, bénéfice, préjudice, on va y revenir, mais c'est souvent on y revient en résumé pour dire, est-ce qu'à l'échelle populationnelle, on a toute l'information qui nous permet d'avoir à peu près la certitude que collectivement, mettre ça en place, ça va amener plus de bénéfices que de préjudices et qu'on a des données probantes pour appuyer tout ça? Abordabilité, tout l'aspect du coût-efficacité dans un programme de dépistage et coût d'opportunité. Qu'on pense par exemple au dépistage cancer du poumon, quand on a commencé à parler de ça, beaucoup de groupes se sont soulevés en disant les millions de dollars qui vont être mis là, initialement, on estimait, le Québec avait eu une subvention de 1 million de dollars pour mettre le programme de dépistage cancer du poumon en place. On est rendu maintenant à estimer que ça va coûter 28 millions de dollars mettre en place le dépistage cancer du poumon. Est-ce que le coût d'opportunité de ça versus d'autres options, dans ce cas-ci, en cancer du poumon, on peut mettre cet argent-là en prévention du tabagisme? Bon, c'est tout l'enjeu de l'abordabilité et de l'utilisation optimale des fonds. Tout le volet d'assurance qualité, mettre en place un processus complexe comme celui-là, ça peut dérailler à tout moment. Alors, ça implique d'avoir un système pour surveiller, monitorer des indicateurs de qualité, être capable de réagir rapidement puis de corriger des dérapages et avoir du contrôle de qualité. Qu'en passe, l'INSPQ est très impliqué en assurance qualité, côté évaluation normative, suivre sur une base récurrente un paquet d'indicateurs et informer de tout dérapage potentiel qui peut être identifié. Faire aussi des recherches évaluatives ponctuelles sur quand on disait c'est très dynamique un programme de dépistage, des choses qui changent. Là, par exemple, en ce moment, il y a la tomosynthèse qui s'introduit doucement dans les activités du PQDCS sans que ça soit reconnu. Alors là, on va être là, nous, pour répondre à ces questions-là, essayer de documenter, comprendre ce qui se passe sur des études ponctuelles. Puis il y a eu le LSPQ qui est très impliqué dans un autre volet de l'assurance qualité qui s'appelle le contrôle de la qualité. Alors les accréditations des centres, l'appareillage, etc.
Alors voilà, ça fait le tour des critères à prendre en compte avant d'entreprendre la mise en œuvre d'un programme de dépistage. Alors, on l'a compris, le dépistage, ce n'est pas qu'un test, c'est une trajectoire qui va de l'identification d'une population cible, le recrutement de cette population-là, l'adaptation de l'information à tous les sous-groupes qu'elle comporte pour s'assurer qu'en bout de piste, les gens vont être en mesure de prendre une décision éclairée et autonome sur leur participation ou non. L'application d'un test qui classe les gens en malades, potentiellement malades, non malades, gestion des résultats, orientation pour les résultats négatifs à un retour à un dépistage cyclique, comme dans le cas ici où on propose le dépistage aux 24 à 30 mois, et orientation des tests positifs vers de la confirmation diagnostique. Et dans le cas des résultats positifs où il y aura un cancer de confirmé ou un cancer détecté, ben, orientation vers les services de soins curatifs. Et tout ça fait sous la gouverne d'autorités sanitaires qui s'engagent à mettre ça en œuvre et à assurer des hauts standards de qualité et tout ça appuyé par des données probantes. En bout de piste, souvent, c'est la balance bénéfice-préjudice qui résume un peu tous les grands enjeux du dépistage. Quand on parle d'une balance bénéfice-préjudice, on sait que le dépistage, n'importe quel dépistage sur une base individuelle, il y a des gens qui vont en bénéficier, il y a des gens qui n'auront pas d'effet, mais il y en a aussi qui vont en vivre subir les préjudices. À l'échelle populationnelle, sociétale, on s'attend à ce que les bénéfices soient nettement dominant sur les préjudices. Quand on parle de bénéfices, on parle ultimement de diminution des décès. La plupart, à travers le monde, des programmes de dépistage cancer du sein qui ont été mis en place dans les années 90 ont comme but ultime de réduire globalement la mortalité par cancer du sein de 20 à 25 réduction de l'incidence. Pour le cancer du sein, ça ne s'applique pas, mais en dépistage cancer du col, cancer colorectal, la procédure de confirmation diagnostique permet d'identifier des lésions précancéreuses, de les resséquer, et ça a des impacts sur l'incidence de la maladie, ce qui est très avantageux. Puis, dans la chaîne causale vers la réduction de l'incidence de la mortalité, on s'attend à ce que le dépistage réorganise la distribution des stades au diagnostic avec un shift vers la gauche, c'est-à-dire des cancers moins sévères au diagnostic avec des options thérapeutiques moins invasives. Côté des effets nocifs, on a parlé, c'est quand même de la mobilisation de ressources et de coûts importants. Tout l'enjeu des faux positifs, c'est de ça qu'on va beaucoup parler dans la suite de la présentation. Des faux positifs, c'est des gens que le test classe comme étant potentiellement malades, qui sont rappelés pour investigation pour confirmer ou infirmer que la maladie est bel et bien là. Ça peut avoir l'air banal. On se dit, bon, quelques semaines, mois plus tard, ces gens-là vont être réassurés, c'est pas grave. C'est bien documenté qu'être ce qu'on appelle un faux positif, c'est-à-dire avoir été classé positif au test de dépistage, mais au terme d'une investigation réassurée, dans le jargon du dépistage, on dit que c'est des faux positifs. On sait qu'être un faux positif une fois, et ça, c'est cumulatif dans des dépistages récurrents, tu peux être faux positif plus d'une fois. Ça augmente beaucoup la probabilité de décrocher du dépistage. Donc, ça diminue la fidélité au programme. Ça peut générer énormément d'anxiété, avoir des impacts. C'était assez bien documenté. Et plus les délais sont longs, plus cette insécurité-là persiste. Et plus on est jeune, des femmes jeunes dans la quarantaine qui ont des enfants qui travaillent, on peut imaginer que d'avoir cette épée de Damoclès sur la tête, que oups, j'ai peut-être un cancer du sein, puis d'avoir à attendre 3 semaines à 3-4 mois avant de savoir ce qu'il y en est, ça peut être extrêmement dérangeant. On remarque aussi dans le programme de dépistage que il y a des réactions des cliniciens. On est en train d'étudier ça en ce moment. Les gens qui ont des faux positifs vont être rappelés, mais pour des dépistages plus fréquents. Le dépistage dans le programme, c'est aux 24 à 30 mois.
Mais les femmes qui ont des faux positifs, pour des raisons pas vraiment justifiées, vont être rappelées aux 12 mois. Fait que ça crée de l'engorgement dans le système. Les faux négatifs, ben, celles qui sont réassurées, un test de dépistage négatif, madame, vous reviendrez dans 2 ans, mais qui, 6 mois, 1 an plus tard, ont des symptômes et finalement, il y a un cancer. Le risque ici, c'est qu'il y a eu une fausse réassurance et qu'il y a des délais indus avant de consulter à l'apparition de symptômes. Le surdiagnostic, c'est en fait, c'est le dépistage permet la détection d'un cancer avec un test positif. Au terme d'une investigation, une pathologie qui confirme effectivement une néoplasie, mais n'eût été du dépistage, il s'agit un réel cancer qui n'aurait jamais causé de problème à la participante, c'est-à-dire qui aurait régressé spontanément ou qui serait resté subclinique jusqu'à ce que la personne soit décédée d'une cause de décès compétitive. Donc ça non plus, c'est pas banal, ça implique un statut de survivant au cancer, ça implique des traitements avec les conséquences, les effets néfastes des traitements, et c'est une réalité en dépistage cancer du sein, qui est difficile à chiffrer, mais qui existe. Et puis des cancers qui sont détectés, on sait que c'est plus les cancers précoces, les cancers du sein in situ, les stades 1, mais on n'est pas capable de les distinguer des cancers qui, eux, auraient ultimement, se seraient manifestés cliniquement, auraient été auraient amené, risqué, causé eu des conséquences. On n'est pas capable de les distinguer. Donc, les femmes avec un surdiagnostic sont traitées comme les autres. Voilà. Voilà pour la première partie. Maintenant, l'épidémiologie du cancer du sein. Alors là, on rentre plus dans les résultats du petit rapport qu'on a produit l'été dernier dans le contexte de l'élargissement du PQDCS. Alors, première diapo, le taux de couverture à la mammographie bilatérale. Le taux de couverture à la mammographie, c'est la proportion des femmes dans une population donnée ici, on est dans l'ensemble du Québec, proportion des femmes qui, une année donnée, à un moment donné, ont fait l'objet d'une réclamation, à la RAMQ par un médecin d'un acte de mammographie bilatérale dans les 30 précédents mois. C'est un indicateur de l'étendue du dépistage dans l'ensemble de la population. Que ce soit un dépistage fait dans le cadre du PQDCS ou en dehors du PQDCS, c'est la proportion des femmes qui ont fait l'objet d'une réclamation pour un acte médical de mammographie bilatérale. Les mammographies bilatérales ne sont pas à 100% faites dans un contexte de dépistage, mais la très grande majorité le sont. Donc, ça nous indique à peu près combien de femmes au Québec, quelle fraction des femmes au Québec sont soumises à un dépistage, ont été soumises à un dépistage dans les 30 derniers mois. Et c'est important, le taux de couverture, pour interpréter les tendances d'incidence à cause du surdiagnostic. À partir du moment où il y a du dépistage, il y a du surdiagnostic, donc il y a une élévation factice de l'incidence. Et puis, c'est important d'en tenir compte quand on interprète des tendances d'incidence. Alors ici, le taux de couverture à la mammographie, les graphiques, les 3 graphiques que je vais vous présenter sont similaires dans le sens où on part de 1990 au Québec et on se rend jusqu'en 2022, l'année la plus récente pour laquelle on avait des chiffres au moment de la rédaction du rapport, avec 3 courbes. La orange, les femmes âgées de 50 à 54 ans. Alors ça, c'est les femmes, la strate d'âge la plus jeune, inclus dans le PQDCS qui a démarré au Québec en 98, donc pour lesquels, en 98, il y avait un consensus que la balance bénéfice-préjudice était favorable dans ce groupe d'âge-là. Et puis, c'est les femmes les plus proches en âge de celles qui nous intéressent ici, les 40-44 ans et les 45-49 ans. Alors, en bleu foncé, les 40-44 ans, en bleu plus pâle, les 45-49 ans. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ben, on voit que à partir de 1990, les essais cliniques randomisés sur l'efficacité du dépistage étaient sortis. Tout le monde était convaincu que c'était efficace. Ça pouvait réduire la mortalité de 20-25% dans les populations chez qui on l'offrait. Alors, les cliniciens ont emboîté pas avant
l'État. Alors, dès 90, on voit que ça monte le dépistage. Alors, ça, c'est tout au début du dépistage dit opportuniste. Donc, rencontre dans un cabinet de médecin, en passant, passe une mammographie de dépistage. Bon, jusqu'à 98, où là, ça commence à être implanté dans le cadre d'un programme systématique dont l'implantation est complétée vers 2002. Et puis, depuis ce temps-là, relativement stable, sauf un encoche ici associé à la COVID, un taux de couverture d'à peu près 70% chez les femmes de 50-54 ans. Chez les plus jeunes, ben, des courbes très parallèles, ça monte jusqu'à 92, mais là, on s'entend à peu près partout que c'est à partir de 50 ans que c'est pertinent. Donc, les cliniciens abandonnent progressivement la mammographie de dépistage dans un contexte opportuniste. On s'entend ici que ça demeure jusqu'à maintenant opportunistique, c'est-à-dire fait en cabinet privé avec une ordonnance médicale, parce qu'ils ne sont pas couvertes par le programme jusqu'à maintenant. Ce qu'on constate, c'est que ça a baissé d'à peu près 50% sur les 30 ans de suivi ici. Alors ça veut dire qu'en termes d'incidence, le surdiagnostic a diminué. Donc, quand on regarde des courbes d'incidence, on devrait, si rien d'autre a changé, l'incidence dans ces groupes d'âge-là devrait diminuer. Or, ce qu'on voit, c'est pas tout à fait ça. On voit dans nos deux groupes de 40-44 ans, 45 ans, que l'incidence sur les 30 années, en moyenne, a augmenté de 0,7 et de 0,6 points de pourcentage par année, en moyenne sur la période dans ces deux groupes d'âge-là. Compte tenu des courbes de taux de couverture qu'on vient de voir, ça suggère que la prévalence de certains facteurs de risque du cancer du sein est à la hausse. Et c'est vrai, tout le monde l'observe ailleurs, c'est observé un peu partout. Pour tous les cancers hormonodépendants, il y a une augmentation, probablement associée à l'obésité, sédentarité. Dans le cas du cancer du sein, la consommation d'alcool chez les jeunes femmes. Puis là, on voit de plus en plus apparaître des études sur les rythmes circadiens qui sont associés. Donc, on sait qu'il y a des facteurs de risque à la hausse. L'autre chose qu'on faisait pour aider le gouvernement qui nous demandait, donnez-nous des chiffres pour qu'on justifie en termes de fardeau, ça représente, on parlait tantôt de bien connaître l'épidémio, puis avoir comme critère avant de mettre ça en place que c'est un fardeau sanitaire important. Bon, alors ce qu'on a ici, ce qu'on a comparé, c'est en termes d'incidence, qu'est-ce que le cancer du sein infiltré représentait pour les femmes de 50-54 ans au moment où un consensus en 2002, en 90, s'est établi que c'était pertinent de dépister. C'était 202 cas de cancer du sein infiltrant par année par 100 000 femmes suivies sur une base annuelle, donc 100 000 personnes années. La correspondance actuellement pour les plus jeunes femmes, chez les 45 à 49 ans, c'est très comparable, 207 par 100 000. Et chez les plus jeunes, les 40-44 ans, 127 cas par 100 000. Quand on regarde la mortalité par cancer du sein sur la même période, premier constat, c'est à la baisse sérieusement dans les trois groupes d'âge. Alors, dans les trois groupes d'âge, on observe une diminution moyenne entre 2,5 points de pourcentage par année et 2,9 points de pourcentage par année, autant chez les 50-54 ans que chez les plus jeunes au cours des 30 dernières années. Ça, c'est observé ailleurs aussi. C'est quand même fort, c'est plus fort que dans la plupart des autres provinces canadiennes, mais partout, on observe une baisse de la mortalité du cancer du sein, attribuable principalement au développement de l'arsenal thérapeutique, surtout pour les cancers du sein hormonodépendants, les luminales A, B, on a des options thérapeutiques vraiment meilleures, mais pour les autres cancers aussi. Les autres, parce que le cancer du sein, ça se sépare en sous-groupes de cancers plus ou moins avec plus ou moins d'options thérapeutiques, mais ça s'est énormément développé beaucoup dans les années 90, puis ça continue à évoluer. L'autre élément qui a énormément changé entre 1990 puis maintenant, c'est en anglais là, le awareness, je sais pas comment le traduire en français, mais c'est que l'auto-examen des seins,
l'absence maintenant de tabou face au sein et la consultation. Il n'y a plus personne qui attend d'avoir une masse de 5 cm de diamètre avant de consulter, ce qui était le cas dans les années 80, début des années 90. Ça a sûrement aussi joué. Et le dépistage a pu jouer aussi dans tout ça. Mais finalement, c'est assez débattu. Là. La plus grosse part, c'est probablement clairement l'arsenal thérapeutique qui a la plus grosse part dans tout ça. Et en termes de fardeau, plus concrètement, au moment où on a mis en place le programme de dépistage du cancer du sein chez les 50-54 ans, en 98 par exemple, juste à titre indicatif, ici, il y avait par 100 000 femmes suivies sur une base annuelle, 45 décès par cancer du sein. La correspondance actuellement chez les femmes des deux groupes d'âge en dessous, les 40-44 ans puis 45-49 ans, c'est 9 par 100 000 et 14 par 100 000. La mortalité, excusez, si on regarde par groupe d'âge, en 2022, la fraction des décès attribuables au cancer du sein, en brun foncé, c'est la part attribuable au cancer du sein. En rosé plus foncé ici, en brun pâle, les décès par cancer autre que cancer du sein, et puis en rose pâle, les décès non attribuables au cancer. La part des décès attribuables au cancer diminue avec l'âge. Alors, ici, on a les chiffres, les nombres de cancers. Dans ces trois strates d'âge-là, les décès par cancer du sein représentent 12% des décès chez les femmes sur une base annuelle en 2022, contre seulement 5% chez les 70-74 ans. Puis c'est progressif, là, j'ai pas mis les autres chiffres, mais ça descend. Donc, c'est moins important avec le temps. Donc, c'est plus important chez les plus jeunes comme cause de décès. Voilà pour l'épidémiologie. Maintenant, la question de qu'est-ce que ça aurait comme impact d'élargir le PQDCS? J'ai aujourd'hui, là, dans l'état du fonctionnement du PQDCS, avec les données les plus récentes qu'on avait au moment où on a produit ce rapport. Alors, un peu d'informations sur la méthodologie qu'on a employée pour essayer d'anticiper ce que ça allait faire d'étendre le PQDCS. Alors, on a utilisé les données du système d'information du PQDCS, les années les plus récentes de fonctionnement qu'on avait au moment de ces analyses-là, 2022-23. Et c'est très important d'utiliser les données les plus récentes. On avait juste 9 mois pour 2023, mais c'est ce qu'on a pris quand même. À cause de la tomosynthèse. La tomosynthèse, ça n'existait pas. Là. Dans le fond, en ce moment, quand on jumelle la base de données du SCPQDCS avec le fichier des réclamations de services médicaux rémunérés à l'AC à la RAMQ, on voit qu'il y a de plus en plus de coïncidences entre une mammographie de dépistage puis une tomographie. C'est passé de quelque chose d'extrêmement marginal en 2017 à jusqu'à 40% des mammographies de dépistage se font la même journée qu'une tomosynthèse. Une tomosynthèse, c'est une imagerie 3D du sein qui est fait. Donc, il y a une adoption tacite de la tomosynthèse au PQDCS parmi les radiologistes du PQDCS. C'était important d'en tenir compte parce que il y a un certain nombre d'études, c'est quand même controversé, mais que la tomosynthèse pourrait vraiment améliorer la performance du PQDCS. Donc, on voulait vraiment tenir compte, surtout que c'est à la hausse. Donc, en 2024, 25, 26, il y aura probablement une fraction encore plus grande, là, à moins que le gouvernement intervienne sur ce dossier-là. Mais voilà. Alors, tomosynthèse pris en compte au mieux avec ces données-là.
On n'a pas le choix, nous, de travailler sur des scénarios où toutes les nouvelles femmes sont invitées par lettre, alors qu'on envisage d'autres approches pour ces femmes-là, comme ce qu'on appelle l'autoréférencement, où on fait juste faire de la publicité pour dire si vous voulez être dépisté, allez à telle place, appelez à tel endroit. Mais nous, on travaille avec la base de données du SCPQDS où les femmes sont invitées par lettre, donc on travaille sous un scénario qu'elles seront invitées par lettre. L'autre élément, c'est de dire, ben nous, on fait un scénario catastrophe que c'est soit que ça démarre à 45 ans ou à 40 ans, mais que toutes les nouvelles sont invitées d'un coup. À chaque année, on invite les femmes qui atteignent l'âge de 50 ans pour la première fois. Ben là, c'est en 2028, on met ça en place. On invitera du même coup toutes les femmes qui atteignent leurs 50 ans en 2028, mais aussi toutes celles qui, en 2028, ont entre 45, 46, 47, 48, 49, 20. Donc, un gros, entre guillemets, tapon de femmes qu'on invite en même temps. Puis, on a essayé de faire des scénarios où, à T0, dans l'année où on invite tout ce beau monde, qu'est-ce que ça fait? Puis, 5 à 10 ans plus tard, quand le programme a retrouvé un équilibre, puis que cette énorme cohorte de femmes est rendue à son deuxième, troisième, quatrième dépistage, et puis que là, le programme, ben, il invite juste les nouvelles 45 ans au lieu des nouvelles 50 ans ou les nouvelles 40 ans. Qu'est-ce que ça fait? Plusieurs indicateurs clés ici pour cette analyse-là sont très influencés par la densité mammaire et le cycle de dépistage. C'est important la densité mammaire ici parce que la densité mammaire est très influencée par la ménopause. Donc, chez les 40-49 ans, le cap de la ménopause est en général pas encore franchi. Donc, c'est des femmes qui ont une densité mammaire beaucoup plus élevée. Et ça affecte beaucoup la performance des tests de dépistage. Donc, il fallait en tenir compte. Le cycle de dépistage, c'est aussi important. Dans le PQDCS, on peut être classé en 3 cycles. Initial, c'est la première fois qu'on vient au PQDCS, mais si c'est la première fois qu'on vient au PQDCS, ça se peut qu'on ait une mammographie de dépistage en dehors du PQDCS. On appelle ça les initiales avec une histoire de mammographie de dépistage à l'extérieur. Ça permet au radiologiste, en fait, ça fait que le radiologiste, il n'y a pas juste son image, il y en a une autre. Il est capable d'aller chercher maintenant avec le numérique une autre image pour l'aider à interpréter ce qu'il voit. Sinon, c'est une initiale sans histoire de dépistage à l'extérieur. Donc là, le radiologiste a juste une image, c'est plus dur à interpréter. Et puis, subséquente, ben, est à son deuxième, troisième, quatrième dépistage, 10e dépistage, ben là, on a plein d'images, c'est plus facile à interpréter. Donc, en tenant compte de tout ça, pour ces indicateurs-là, on dit, bon, ben là, comment on peut anticiper ça? Je vous épargne la stratégie qui a été prise comme telle, mais il fallait aussi fixer certains éléments parce que les indicateurs sont tous liés les uns aux autres. Un élément qu'on a dû fixer, donc un postulat discutable qu'on a fixé, c'est que le pool de cancer en développement parmi les participantes, ben on s'est dit, ça, on appelle ça la prévalence 12 mois, ça veut dire parmi les femmes qui viennent au PQDCS, il y en a combien qui vont développer un cancer du sein dans les 12 prochains mois, soit qui va être détecté par le dépistage, soit que cliniquement, ils vont manifester des symptômes puis il y aura un cancer de diagnostiqué. Ben nous, on sait c'est quoi ce chiffre-là pour les 50-54 ans, puis on a dit, bon, on va dire que les plus jeunes, c'est pareil. On sait que c'est pas vrai, c'est pas tout à fait vrai, mais on n'a pas le choix, il fallait fixer ce paramètre-là. L'autre paramètre qu'on a fiché, c'est la sensibilité. On s'est dit, les radiologistes, quand ils vont lire des mammographies chez les 45-49 ans ou chez les 40-49 ans, ils vont réussir à identifier les cancers subcliniques aussi bien qu'ils le font avec les 50-54 ans. Mais comme c'est des femmes qui ont une densité mammaire plus élevée et puis qui ont plus de chances d'être à un premier cycle de dépistage, ben, ils vont réussir à faire ça, mais ils vont faire ça au détriment de la spécificité. C'est-à-dire que pour arriver à une aussi bonne acuité pour détecter les cancers en émergence, ils vont sacrifier, ils vont faire ça au détriment de la spécificité. Ils vont devoir envoyer plus de femmes en investigation. Alors, c'est nos postulats de base, discutables, mais c'est avec ça qu'il fallait travailler. Puis ça nous permettait d'anticiper ce qui allait se produire en termes de spécificité, taux de référence, taux de faux positifs et taux de biopsie dite bénigne, je vais vous expliquer ceci, qui sont tous des indicateurs qui découlent les uns des autres. On avait une autre catégorie d'indicateurs qui sont pas influencés par la densité mammaire ni le cycle de dépistage, mais qui sont plutôt liés à des facteurs organisationnels, soit internes
inhérents au PQDCS, soit du réseau de la santé en général. C'est le taux de participation de 30 mois. Parmi celles à qui on envoie une lettre, il y en a combien qui vont répondre puis participer dans les 30 prochains mois? Taux de fidélisation, parmi celles qui ont déjà participé, il y en a combien qui vont revenir en dedans de 30 mois plus tard? Et puis, les taux investigués dans les délais cibles. Les délais cibles, c'est après avoir reçu un résultat que le test de dépistage est positif, combien de temps ça va prendre avant d'être fixé? C'est une fausse alerte ou il y a vraiment eu un cancer de détecté. Cette cible-là dans le PQDCS, c'est que 90% des femmes devraient être fixées sur leur sort en dedans de 5 semaines si l'investigation n'implique pas de biopsie et en dedans de 7 semaines si ça implique une biopsie. Alors, pour la première catégorie d'indicateurs influencés par la densité mammaire et le cycle, les résultats sont les suivants. On dit, ça c'est ici, là, c'est les données de comparaison. Chez les 50-54 ans, actuellement dans le PQDCS, en 2022-23, la spécificité est de 84%, c'est-à-dire sur 100 femmes qui participent, mais qui n'ont pas de cancer subclinique, 84 d'entre elles vont être classées correctement, réassurées, madame, tout est beau, vous revenez dans 24 mois. Je dis 24, puis des fois je dis 30, c'est 24 mois officiellement sur papier, mais dans les faits, tout se passe plus sur 30 mois. Bon, la contrepartie de cette spécificité-là, c'est les femmes qui sont rappelées. Il y a 16,3 femmes sur chaque 100 participants qui est rappelé, qui a un test positif, à qui on demande de revenir pour une investigation. Voilà. Et puis de celles-là, en fait, la grande majorité vont être réassurées, puis c'est dans notre jargon, on appelle ça des faux positifs, c'est-à-dire c'est des femmes qui ont eu un test de dépistage positif, mais qui après investigation, on rassure, puis on remet dans la boucle pour un éventuel dépistage, idéalement dans 30 mois, mais comme je disais tantôt, souvent pour une raison qu'on comprend moyennement, qui est peut-être pas tant que ça justifiée, sont rappelées plus tôt. Mais c'est la majorité qui sont réassurées. Et puis, parmi ces femmes-là qu'on dit faux positifs, qui ont été réassurées, il y en a combien qui pourraient être réassurées ont eu à subir au moins une biopsie en plus des imageries d'investigation? Il y en a 18 pour 1000. Ici, on est en pour 1000 plutôt que pour 100. Quand on regarde l'équivalent de ces résultats-là avec les analyses qu'on a faites pour prédire ce qui allait se passer à partir des données qu'on a, chez les 45-49 ans, je vous présente pas le scénario des 40-49 ans, il est moins probable, puis bon, de toute façon, il fallait limiter. Ce que ça donne, en gros, c'est qu'au lieu de rappeler 16 femmes pour chaque 100 participantes, on en rappellerait presque le quart. Et puis la grande majorité serait réassurée. Puis ça, c'est au temps zéro. 5 à 10 ans plus tard, quand le programme est revenu à l'équilibre, c'est moins fort, mais c'est quand même un peu plus fort. Puis c'est des chiffres qui ont l'air de rien, mais je vous mets ça en chiffres tout de suite après. En fraction, ça n'a pas l'air des grosses différences, mais ça, dans les faits, ça représente beaucoup de monde. Ici, c'est la même chose, mais c'est la performance du programme au complet, c'est-à-dire que la cohorte ici, qui nous intéresse comme groupe de référence, ici, elle est noyée dans l'ensemble. Puis la cohorte des plus jeunes, actuellement, c'est la cohorte où les performances sont les moins bonnes, parce que c'est les femmes, malgré qu'on est rendu dans la cinquantaine, ça demeure des femmes qui ont une densité mammaire plus faible. Mais ici, c'est tout simplement un peu l'effet, mais pour le programme au complet, pour l'ensemble de la population cible, 50-69 ans, qui deviendrait 45-69 ans dans un programme élargi. Fait qu'on voit que l'effet est dilué, c'est moins le pire, mais quand même une dégradation. Et au moment où le programme revient à l'équilibre, cet effet-là est beaucoup moins grand. En chiffres, qu'est-ce que cela représente? Au PQDCS, au Québec, actuellement, sur 30 mois, parmi les 50-69 ans, il se fait 814 000 mammographies bilatérales, dont la grande majorité, 737 000, se fait dans le cadre du PQDCS. L'enjeu
qui est apparu au cours des années 2000 de femmes orphelines de médecins de famille ou d'IPS fait en sorte pour ces mammographies-là de dépistage au PQDCS, pour assurer le suivi, il y a 84 000 épisodes de dépistage où on doit solliciter un professionnel volontaire. Alors, parmi ces 737 000 dépistages faits sur 30 mois, il y a 78 000 femmes, 79 000 femmes qui sont rappelées, investiguées par imagerie seulement dans 63 000 cas, investiguées par imagerie plus au moins une biopsie par forage ou biopsie chirurgicale dans à peu près 15 000 cas. Grande majorité seront rassurées, 74 000 environ. Et puis parmi celles-là, il y en a 8 500 qui auront dû subir une biopsie. Une biopsie dans un contexte où il n'y a pas de cancer sous-jacent. Si on élargit le programme, on rajoute ce que je voulais vous dire aussi tantôt, c'est qu'en dehors du programme, il y a 76 000 mammographies de dépistage qui sont faites sur 30 mois. Mais pour celles-là, comme elles sont hors programme, on n'a aucune information sur les rappels, les faux positifs, etc. Alors, on revient au PQDCS. Si on l'élargit, ici, là, je vous mets une plage de chiffres. Alors, si on l'élargit, le premier chiffre de gauche, là, c'est 45 à 49 ans qu'on ajoute. Ici, c'est 40 à 49 ans. Donc, c'est presque le double. Alors, on ajoute à ça 175 000 dépistages à 300 000. Donc, on peut se rendre jusqu'à 1 million de dépistages sur 30 mois. Qui découle de ça, une augmentation très importante des rappels. Quand on regarde le chiffre des rappels actuels, puis qu'on regarde celui, si demain matin, on ajoute les 45-49 ans, c'est une augmentation de 50%. Si on ajoute les 40-49 ans, c'est une augmentation de plus de 100%. C'est énorme. Puis là, c'est la répartition imagerie, mammographie, biopsie. Alors, on va jusqu'à entre 7 et 15 000 biopsies supplémentaires. Ici, j'ai rajouté que ça, c'est à T0. 5 à 10 ans plus tard, on enlève 30 à 40% de ces chiffres-là. On rebaisse, mais ça demeure substantiel. Un gros effet, une grosse pression sur le réseau de la santé. Et voilà ce que ça donne en termes de faux positifs puis de biopsie chez une femme qui a pas de cancer. Pour ce qui est des indicateurs liés à des facteurs organisationnels, on n'avait pas d'informations, on n'était pas capable de faire des petits modèles prédictifs pour prédire ce qui allait arriver. Tout ce qu'on pouvait fournir comme information à l'INES pour ses analyses et au ministère, pour les guider dans leurs décisions, c'était de dire, voyez, en 2022-2023, ce qu'on voit là, chez les 50 par groupe d'âge, pour le taux de participation, fidélisation, les délais, c'est ça. On voit des petites tendances. On dirait que si cette tendance-là était maintenue, le taux de participation, chez les plus jeunes, il serait autour de 60%. Puis parmi celles qui sont venues au moins une fois, on pourrait s'attendre à un taux de fidélisation de 65%. Et puis les délais, ils sont bien en haut ils sont bien en bas de la cible de 90% déjà dans chacun des groupes d'âge. Et puis ça, encore là, ça va en diminuant plus les femmes sont jeunes. Donc, on pourrait s'attendre à des délais, des proportions qui respectent les délais cibles de 65% s'il n'y a pas de biopsie, et de 43%. Mais ça, c'est sous deux prémices hyper importantes. Dans les faits, ça serait beaucoup moins bon que ça, probablement, parce qu'ici, on ne tient pas compte du fait qu'en 2024, déjà, il y a eu l'ajout des 70-74 ans. On n'avait pas l'info à ce moment-là sur ce qui se passait avec leur délai à eux. Puis, ça prend pour acquis que toute l'arrivée de ces nouveaux cas à investiguer, ici, c'est comme si ça faisait rien sur la dynamique, là, mais dans les faits, c'est sûrement pas ce qui arriverait. J'ai juste rajouté ici un peu d'informations sur les résultats sur les cibles de participation par région socio-sanitaire. Je ne les ai pas toutes mis là, mais juste pour mettre en évidence que la cible de cette semaine, quand il y a une biopsie, elle est jamais respectée. Le 90% est jamais respecté dans aucune région du Québec. Et
juste vous montrer, mettre l'accent ici sur des grosses régions qui accaparent une bonne part des dépistages qui se fait. On a vraiment des problèmes majeurs. On n'a pas l'information sur quel est le délai médian ou moyen, mais il y a juste 32% des participantes qui sont fixées sur leur état de santé en dedans de 7 semaines. Laval, la Naudière, on est à 27%. Puis il y a des petites régions, là, je ne les ai pas toutes mises, mais où c'est vraiment très, très, très problématique. Alors, ça fait le tour des résultats. Il reste 4 minutes. Oh, wow, on n'a pas eu le temps de discuter. Ben, en gros, juste dire que quand on regarde tout ça, qu'on résume ces informations dans une balance bénéfice-préjudice, en termes de diminution des décès, ben, on sait qu'on est dans un bassin de décès par cancer du sein qui est en réduction constante depuis 30 ans, qui va probablement continuer à descendre. Le dépistage, ben, il joue dans ce bassin-là, qui est en diminution. Il joue de combien? Les études des années 90 disaient qu'il joue de 20%, mais ce chiffre-là a été beaucoup remis en question. Le Age Trial, qui a étudié spécifiquement l'effet du dépistage à partir de 40 ans versus 50 ans, après 23 ans de suivi, c'est des publications relativement récentes, un rapport de risque de 0,98 non significatif, donc pas d'effet. US Preventive Station, avec les microsimulations, avec les outils de Sysnet, arrive à la conclusion que dépister 1000 femmes à partir de 40 ans plutôt que de 50 ans jusqu'à l'âge de 74 ans, quand on les suit jusqu'à l'extinction complète de cette cohorte-là, on va, à partir de 40 ans plutôt que 50, on va prévenir 1,3 décès par cancer du sein de plus. En contrepartie, on va générer entre 2 et 4 surdiagnostics de plus. Sinon, ici, ben nous, sur les surdiagnostics, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est ce que nous, on n'avait aucune information pour évaluer ça. Mais sinon, faux positif, ça génère une énorme pression sur le système avec un enjeu de délai qui risque de s'allonger et puis de compromettre pas juste ce qui va se passer chez les 40-49 ans, mais de vraiment compromettre l'ensemble du programme. Donc, pour conclure, tout revient à une balance bénéfice-préjudice qui d'emblée est plus fragile chez les femmes plus jeunes en cancer du sein. Et puis dans le contexte des problèmes de spécificité qu'il y a au PQDCS, de démarrer ça demain matin, ça met vraiment en péril cette balance-là. Donc, de concert avec l'INES, une des recommandations principales de leur rapport très étoffé et de notre petit rapport, c'est qu'il faut travailler sur la spécificité du PQDCS qui est moins bonne au Québec que dans toutes les autres provinces canadiennes. Et l'Amérique du Nord, bon, les États-Unis, c'est un peu compliqué parce qu'ils n'ont pas de programme populationnel. Par rapport à l'Europe et l'Océanie, on a des taux, des spécificités très mauvaises pour X raisons. Il y a des choses, il y a plein de facteurs qu'on ne peut pas contrôler, mais il y a du travail à faire avant d'envisager l'élargissement. Puis, petit message de santé publique. En 90, on ne connaissait pas les facteurs de risque modifiables très bien du cancer du sein. Maintenant, on les connaît. Chez les jeunes femmes, la lutte contre le cancer du sein chez les jeunes passe aussi beaucoup par la lutte contre en lien avec les facteurs de risque modifiables du cancer du sein. Voilà, wow! 1 minute avant la fin. J'arrête le... Comment je fais? On revient... Arrêtez le partage. Ouais. Oui, c'est ça. Comment je fais donc? Donc, il y a une pas petite ça. flèche. Oui. Donc, je vais en